Bonjour, nous sommes le 17 décembre 2021. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat depuis 1992 et j'enseigne le droit de la sécurité nationale dans une université de la province de Québec. Pour des raisons évidentes, j'évite de l'identifier. Mon background, rapidement, je le détaille à l'occasion de d'autres vidéos. Je détiens deux bacs, trois maîtrises, une scolarité de doctorat et surtout, je détiens une maîtrise à l'Université de Georgetown à Washington dans le domaine de la sécurité nationale. Et j'ai publié un traité de droit de la sécurité nationale chez Wilson Lafleur, un ouvrage de plus de 1100 pages que je viens tout juste de mettre à jour et qui sera disponible au début ou enfin en 2022, là, au cours du mois de février ou mars, je ne sais trop. Donc, voici, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la pandémie, encore une fois, et sur une autre question, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur la pandémie et que je portais à votre attention 7 questions pour lesquelles nos élites devront répondre éventuellement. Cette autre vidéo pose une seule question. Cette question est la suivante. Sommes-nous plongés dans une troisième guerre mondiale? Sommes-nous en guerre? Évidemment, cette question est extrêmement contentieuse et pourrait donner lieu à toutes sortes de spéculations sur l'ennemi éventuel à identifier ou qui s'est lui-même identifié au fil des mois, parce que depuis les 2 dernières années, les circonstances se sont bousculées et on voit de plus en plus certaines réalités géopolitiques prendre de plus en plus de place dans le quotidien des gens, mais il semble que dans les médias et dans le milieu académique, il y a une certaine résistance à faire des liens entre le géopolitique et les situations locales que nous vivons, comme par exemple par rapport à la pandémie. Voilà. Ce que l'on ne peut nier toutefois et qui existe, et parmi les faits géopolitiques qui vont nous rattraper, voire même qui pourraient nous plonger dans un conflit nucléaire à la limite, c'est le fait que, par exemple, des troupes russes sous les ordres du président Poutine, qui est le commandant en chef, s'accumulent, s'agglutinent le long de la frontière ukrainienne. On avance même des chiffres absolument incroyables de 165 000 militaires, personnel de troupes, avec le support logistique, les armes et tout ce qu'il faut en fait prêt pour une invasion de l'Ukraine et un conflit possiblement majeur avec les forces de l'OTAN, possiblement avec les forces américaines et possiblement avec, ou disons, l'humanité occidentale telle que nous la connaissons et qui pourrait dégénérer dans un conflit nucléaire. L'autre situation extrêmement préoccupante aussi, c'est le président Xi Jinping qui n'a pas caché que Taïwan devait réintégrer la famille chinoise, la famille communiste chinoise, et que cela se ferait éventuellement. Et des troupes ont été observées, des troupes de débarquement des forces de marine, l'équivalent chinois, si vous voulez, des Marines, pratiquer des débarquements non loin sur la côte chinoise, mais non loin de Taïwan, comme d'une sorte de provocation. Toutes ces informations-là, vous les trouvez disponibles sur Google ou encore sur des sites web d'agences spécialisées dans les affaires militaires. Donc, je n'invente absolument rien. La situation est très critique en Orient.
sans parler bien entendu de la mer de Chine, cette espèce d'immense plateforme que les Chinois ont érigée au milieu de la mer de Chine et qui pourrait servir éventuellement de piste d'atterrissage pour des avions chasseurs. Donc, en Chine, en Orient et en Ukraine, deux axes qui semblent au bord du débordement. Et pour couronner le tout, les Chinois, par leur influence, espionnage, financement et autres, lorsque je dis les Chinois ici, je parle du Parti communiste chinois, ont réussi à se débarrasser de Donald Trump et à mettre à la place un président plutôt sénile, qui est en difficulté et qui pourrait facilement et qui pourrait être contrôlé en raison des relations de son fils avec des oligarques chinois. Donc, l'Occident se retrouve dans une situation assez compliquée, vulnérable, et tout ça, évidemment, avec l'aide, la complicité du milieu académique et des big tech. Donc, un président quasiment, enfin, qui a de sérieux problèmes cognitifs. Et voilà. La situation ici, sur le plan local, bien entendu, est très préoccupante aussi, et cette situation ne semble pas y avoir de lien avec la géopolitique, sauf que le virus que l'on subit ici, la thèse majoritaire qui apparaît dans les médias et chez les experts, c'est que ça provient d'un laboratoire à Wuhan, en Chine, donc est-ce que ce serait lié à une histoire de chauve-souris, une fuite accidentelle ou encore une arme de guerre? Mais dans le contexte de l'Ukraine et de Taïwan, on comprend que se poser la question, c'est y répondre, à moins d'être un imbécile heureux, n'est-ce pas? Donc, et dans ce contexte particulier aussi, il faut comprendre que en Chine et en Russie, l'opposition est muselée. Et qu'ici, en Occident, nous sommes de plus en plus muselés aussi. C'est-à-dire que les médias véhiculent une opinion majoritaire et font taire tout ce qui n'est pas conforme. Donc, l'opposition partout sur la planète présentement est en situation de difficulté et les régimes démocratiques ressemblent de plus en plus à des dictatures où on gère les affaires internes du pays par décret. Évidemment, et là, on se retrouve en Occident, pays occidentaux, les alliés traditionnels à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ce que l'on observe chez les populations au Canada, en France, aux États-Unis, au Québec, c'est une population démoralisée. N'est-ce pas? Le moral de la population et la population civile est profondément atteint. Les Américains sont au bord de la guerre civile. Il y a une polarisation et ces gens-là aux États-Unis, pour des raisons constitutionnelles liées à leur histoire, sont armés, lourdement armés, le Second Amendment. Ici, la problématique est différente et cette démoralisation de la population, d'un point de vue géopolitique, c'est une arme. À partir du moment où vous démoralisez votre population, où il n'y a plus de place pour l'optimisme, il n'y a plus de place pour l'affirmation de soi, et on se retrouve avec des taux de suicide, on se retrouve avec des faillites d'entreprises, des difficultés majeures, un dysfonctionnement social, une inflation galopante, une hausse du prix de l'essence, une dépendance énergétique par rapport à l'étranger, hausse du prix des aliments, en somme une crise économique, comment dire, un sabotage de nos chaînes d'approvisionnement par évidemment des circonstances difficiles à comprendre, difficiles à saisir,
à ce moment-là, c'est facile de tirer la conclusion que nous sommes plongés dans une situation géopolitique qui n'est pas seulement médicale et de mettre l'accent strictement sur l'aspect médical, c'est faire preuve d'une naïveté pour ne pas dire plus. Parce qu'il faut lire que pendant que nous, passez-moi l'expression, on se débat avec un système de santé fragile et une population vieillissante très vulnérable, il faut comprendre, il faut s'ouvrir les yeux et voir les enjeux planétaires qui entourent, qui sont collatéraux à la situation locale que nous vivons, et de là à tirer la conclusion qu'il y a un lien entre les deux, eh bien, ça fait partie de ce que je pourrais appeler un raisonnement normal de la part de personnes lucides, n'est-ce pas, et qui refusent de baisser les bras. Donc, difficultés économiques, démoralisation. On a changé, si vous voulez, maintenant, on gère par décret ou ordre exécutif aux États-Unis, au Canada, au Québec. L'opposition, on est confronté à ce que je pourrais appeler des partis truqués, une démocratie truquée. En ce sens que, par exemple, au Québec, vous avez un premier ministre, mais dans l'opposition, la chef de l'opposition est une ancienne, si vous voulez, qui faisait partie du parti au pouvoir, et un des chefs du tiers parti était un ancien allié de l'actuel premier ministre. Donc, on a affaire à une démocratie, à des partis truqués, ce qui fait qu'il n'y en a plus d'opposition, tout simplement en cause des liens personnels que ces personnes-là ont entretenus, voire même continuent d'entretenir entre elles. Et pour rajouter l'insulte à l'injure, nous vivons un peu comme aux États-Unis ou en Europe, dans une société où les politiciens sont influencés par les oligarques. Voilà, les oligarques, hein, Platon, Aristote en parlent, ce sont ceux qui détruisent la civilisation. Ils ne la créent pas, ils la détruisent. Et ces oligarques mettent au pouvoir les personnes qui leur plaisent. Et à l'heure actuelle, les politiciens, si vous voulez, les oligarques ont l'oreille des politiciens qui les écoutent, qui les suivent. Et ce qui crée une fracture sociale encore plus importante et qui va se rajouter à des éléments dont on va discuter, que je vais amener. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des dates importantes qui ne sont pas sans rappeler le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor, hein, n'est-ce pas? Donc, on a vécu le 13 mars 2020 le déclenchement de la pandémie. Et hier, le 16 décembre 2021, on a vu le déclenchement de mesures sanitaires extrêmement importantes, y compris d'une certaine manière de mesures qui censurent ou enfin qui limitent le droit de la pratique religieuse, entre autres, et à partir d'un virus qui serait, selon plusieurs experts, tout à fait, enfin, minimalement offensif. Donc, l'aspect politique l'emporte vraisemblablement sur l'aspect médical. On va voir au cours des prochaines semaines. Mais si on se fie aux experts d'Afrique du Sud, eh bien, il y a une surréaction, une hystérie collective, politique importante, et passez-moi l'expression, qui nous cause à nous-mêmes, on se cause à nous-mêmes énormément de dommages. Voilà. En fait, sommes-nous des hypochondriaques? Des hypochondriaques hystériques. Et en ce sens-là, sommes-nous manipulés par une tierce force qui, pendant ce temps-là, elle, réorganise la planète. Et là, nous assistons peut-être à l'émergence du nucléaire. Voilà. Je vais pousser ma réflexion sur l'aspect militaire. Clausewitz, le grand philosophe de la guerre,
des affaires militaires, disait que la guerre est la continuité du politique sous une autre forme. Voilà. Et cette guerre, au 19e siècle et au 20e siècle, a pris la forme industrielle, c'est-à-dire que l'aviation et la marine se sont développées et il s'est développé une aviation de bombardiers, de bombardement. C'est-à-dire que la destruction des infrastructures faisait partie du plan de Hitler, par exemple. Donc, il ne s'agissait pas seulement, si vous voulez, de prendre contact avec l'armée ennemie et de détruire, mais de détruire aussi l'ensemble de la civilisation, l'ensemble d'une société. Et voilà, si on ne pouvait obtenir une reddition sans condition. Par exemple, la Pologne a résisté, mais en septembre 1939, Hitler a bombardé la Pologne. L'Autriche, auparavant, l'Autriche a cédé à Hitler. La Tchécoslovaquie, les Tchèques ont cédé. La République des Sudètes s'est rendue à Hitler. En fait, toute la portion faisait partie du fameux Aufklärung, tout le secteur qui entourait près de l'Allemagne, entre l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois, où on parlait allemand, il a réussi à unifier ça. Et lorsqu'il y a eu de la résistance du côté de la Pologne, eh bien, les Alliés lui ont dit, si tu attaques la Pologne, eh bien, c'est la guerre, ça va être la guerre. Eh bien, il faut comprendre que dans ce contexte très particulier, la destruction des infrastructures est un élément essentiel de la guerre. Infrastructures d'aqueducs, électricité, les bâtisses, etc. Donc, rendre la vie civile la plus misérable possible. Et ça, il n'y a pas seulement Hitler qui a pratiqué ça. Franco en Espagne, la destruction de Guernica par l'aviation allemande, à la demande de Franco. Salazar aussi, en Portugal, de façon un peu moindre, a mené la vie dure à des forces républicaines progressistes. Franco, lui, ça a été la guerre totale, évidemment. Et il y avait les monarchistes d'un côté, les républicains de l'autre, et lui, Franco, s'est en quelque sorte érigé comme le maître du jeu et est devenu la dictature d'une Espagne monarchiste. Bon. Staline a joué le même jeu. Au début de la guerre, il était très, passez-moi l'expression, très chummy avec Adolphe. Et là, finalement, Adolphe s'est retourné contre lui. Mais Staline avait aussi, lorsqu'il a libéré son pays, qu'il a envahi l'Allemagne, lorsqu'il a libéré Berlin des nazis, la destruction des infrastructures faisait aussi partie des composantes de la guerre. En d'autres termes, la guerre industrielle comporte la destruction des infrastructures civiles, et ça, d'une certaine manière, c'est terrible pour les populations civiles, les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Bon. C'était aussi la même approche, mais beaucoup moins lors de la Grande Guerre, lors de la Première Guerre mondiale. Mais c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale qui a vraiment sonné le glas de l'ancien modèle militaire et qui a instauré vraiment cette idée de la destruction des infrastructures. Maintenant, si on regarde ce qu'était la guerre dans l'Antiquité, et je vous dirais l'Antiquité grecque et romaine, la destruction des infrastructures n'était pas nécessairement l'objectif premier. L'objectif premier des guerres, traditionnellement, si on remonte dans l'Antiquité essentiellement, c'était de réduire à une forme d'esclavage la population du pays, du territoire vaincu. C'était pas nécessairement un pays, ça pouvait être une ville, ça pouvait être un État. Évidemment, là, on est un peu dans le flou, mais c'était essentiellement de réduire une population, une communauté quelconque à l'esclavage. Pas nécessairement de les tuer, mais de les soumettre. S'ils refusent de les soumettre, bien sûr, c'est de les exécuter,
mais de les soumettre à une forme d'esclavage, c'est-à-dire de contrôler littéralement leur mode de vie, leur force de travail, leur, leur alimentation, leur mode de vie, leur domicile, de la façon dont ils se comportent, leur comportement, s'assurer de leur soumission, de leur loyauté à la nouvelle puissance dominante, et autrement dit, leur imposer un discours, un narratif. Et c'est là-dessus que dans l'Antiquité, puisqu'il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas d'avion pour bombarder, donc c'était des épées, des lances, etc. Donc essentiellement, on détruisait, on tuait les êtres humains, mais on conservait des infrastructures qui étaient essentiellement en pierre. Il n'y avait pas d'acier, tout était en pierre à cette époque-là, donc on pouvait facilement conserver les infrastructures. L'idée de détruire complètement les infrastructures, il y en a eu un peu au Moyen Âge avec les catapultes. Ensuite, avec l'apparition de l'artillerie, on a commencé aussi à détruire un peu les infrastructures, mais ça n'avait aucune commune mesure avec la destruction, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, où vraiment, là, c'est tabula rasa, finalement, Hiroshima, Nagasaki, l'arme nucléaire, on détruit tout. Il ne reste plus rien, hein, n'est-ce pas? Hommes, femmes, enfants, tout disparaît. Les bâtisses, les ponts, tout. Bon. Mais dans l'Antiquité, c'était pas ça. C'était cette idée fondamentale de l'esclavage. Pas un esclavage raciste, non. L'esclavage du pays, de la communauté, cité, État, vaincu. Autrement dit, les gens doivent se soumettre, travailler, et à la limite peuvent être vendus dans un marché, comme des esclaves. Et ils peuvent éventuellement retrouver leur liberté, comme ça se faisait à Rome à une certaine époque, et voire même participer avec l'armée romaine après des années, après plusieurs années. Voilà. Et la question, évidemment, qu'on se pose, c'est que je me pose, et qui est mon hypothèse de travail, à savoir, sommes-nous plongés dans la Troisième Guerre mondiale? Et là, ce que j'observe au Québec, aux États-Unis, en Europe, c'est une population tellement déprimée, tellement confrontée à un problème médical et avec une économie qui s'effondre. Je me demande, évidemment, je m'interroge et je me dis, n'est-on pas en train de nous rendre les esclaves d'un jeu de superpuissance nucléaire et duquel va émerger un victor, une puissance victorieuse, impériale et victorieuse, qui va dicter à nos gouvernements comment vivre, comment agir, comment penser. Et ce qui me préoccupe beaucoup par rapport à ça, c'est que nous avons au Canada, au Québec, aux États-Unis, en France, une classe d'oligarques, hein, de gens très riches, milliardaires, qui ont investi beaucoup d'argent en Chine. Et comme je l'ai dit dans mon traité, malheureusement, il y a des gens des oligarques, mais aussi des intellectuels, des gens du milieu académique, qui se sont littéralement fermés les yeux par rapport à la question des droits de l'homme en Chine. Et ils ont oublié de prendre en compte un petit détail qui est extrêmement important et troublant. C'est que la Chine est une dictature qui pratique la peine de mort. Nous, on n'a pas ça au Québec, hein, au Canada, la peine de mort. Hein. Aux États-Unis, bon, il y a une vingtaine d'États qui l'ont encore. Peu l'appliquent, quelques États seulement l'appliquent. Mais en Chine, la rééducation, l'esclavage, le travail forcé, bon, et la peine de mort, ça fait partie du quotidien des Chinois, ça. Okay? J'ai enseigné à des Chinois dans une certaine université que je n'aimerais pas là, pendant près de 5 ans. J'ai eu des échanges assez intéressants sur la question de la peine de mort. Et ça, c'est vraiment l'arme terrible. Ça
ça donne la poigne au pouvoir. Hein? Xi Jinping a la poigne parce qu'il a la peine de mort. Et il peut, en se servant des concepts de sécurité nationale, véritablement encadrer sa société, les soumettre, évidemment éliminer toute forme d'opposition, toute forme d'opinion contraire. Là. Et là je reviens à nos bons oligarques québécois, canadiens, américains, français, britanniques, qui ont mis leur argent en Chine. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ils ont investi en Chine tant que ça, c'est qu'il n'y a pas de syndicats en Chine. Il n'y a pas d'opposition dans le milieu de travail, dans les usines de fabrication de quoi que ce soit dans le domaine mécanique, électrique, électronique. Il n'y a pas d'opposition. Tout le monde est totalement soumis et apeuré, terrorisé. Évidemment, pour les oligarques, c'est au lieu d'avoir à composer avec des syndicats militants comme ici au Québec, au Canada, en France, en Angleterre, là, c'est pas drôle. Il n'y a pas de syndicat, là. Mais, il y a le secrétaire général du Parti communiste, il y a l'Assemblée générale du Parti communiste, il y a le Org-Bureau, le Politburo, il y a la sécurité de l'État qui relève directement du secrétaire général. Et là, il y a tout l'appareillage militaire et le service de renseignement est strictement militaire. En d'autres termes, il n'y a pas de service de renseignement civil en Chine. Tout est militarisé au maximum. Hein, c'est pas comme en URSS, vous avez le SVR, le FSB, le GRU. GRU est militaire. Le SVR est civil. Le FSB est civil aussi. Donc, il y a en Russie un appareillage de renseignement civil et militaire. Militaire étant GRU, ce qui était à une certaine époque, à l'époque de Molotov, là, le fameux KGB. Bon. En Chine, c'est militaire. Soumission totale. Totale, avec sanctions maximum. Et voilà, depuis que les deux Michael sont venus au Canada, on ne les a pas entendus, pas eu de conférence de presse, pas de déclaration sur leurs conditions de détention, rien. Silence de mort. Peut-être parce que la Chine a des agents ici. N'est-ce pas? On peut se poser de sérieuses questions. N'est-ce pas? Bon. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est très clair que les oligarques se sont enrichis en Chine et on assiste présentement à un payback. En faveur des Chinois. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une influence politique majeure qui se traduit de façon très claire par la censure des médias, la censure du milieu académique, la censure en général. Et dans une population fondamentalement démoralisée par des mesures sanitaires qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais nos oligarques ont compris que nos élites politiques qui les servent doivent répondre à la manière chinoise. Donc, nous implantons au Québec un modèle chinois, c'est-à-dire au service de la Chine, un modèle esclavagiste qui sert des intérêts étrangers, carrément. Donc, voilà. Et nous évoluons dans un univers politique de décret, d'absence de débat, de médias qui s'auto-censurent, un système politique avec une démocratie truquée, c'est-à-dire que vous avez, au fond, dans la classe politique, les gens qui ont des relations qui ne sont pas des relations à distance, mais au contraire, malgré un certain jeu politique très superficiel, il n'y a pas de voie d'opposition, n'est-ce pas? L'actuel chef a devant lui quelqu'un qui était autrefois
sous lui, et même chose pour le tiers-parti. Le chef du tiers-parti était autrefois sous lui. Donc, contrôle complet de l'Assemblée nationale. C'est vraiment de la démocratie truquée. Ensuite, il y a ce que j'appelle la fracture sociale qui se pratique graduellement. Là. Fracture sociale, on l'a vu avec le drame des CHSLD, la façon dont les personnes âgées et handicapées ont été traitées. Ça rappelle un peu le programme Action, n'est-ce pas, qui était en vigueur en Allemagne dans les années 30. Fracture sociale avec les croyants, pas seulement les musulmans. On fait un grand cas des musulmans, là, mais la loi 21 là, affecte tous les croyants. Et on est éjecté du domaine public. Mais ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Je n'y reviendrai pas. Et aussi, on a fracturé la question des non-vaccinés. Hein. Il y a toute une propagande haineuse là, qui s'articule dans les médias. Là. Et tout ça, c'est bien triste. C'est une forme de répression sur une fracture sociale, une société profondément divisée, démoralisée. Et pour, évidemment, nous distraire, là, il y a un decoy, comme on va dire, une grande diversion. Cette grande diversion, ben, c'est l'économie verte, hein, n'est-ce pas? Le paradigme des batteries, l'hydroélectricité, les panneaux solaires, les éoliennes, etc., etc. Là, bon, ça c'est là, un beau futur, n'est-ce pas, qu'on nous annonce, sauf qu'on n'a pas prévu une période de transition, parce que résultat, on est en pleine crise. Il aurait fallu une période de transition, une forme de gradualisme socio-politico-économique. Mais au lieu de ça, on met de la pression, on veut aller vite vers l'économie verte, n'est-ce pas? En pleine pandémie. Autrement dit, tout pour créer le chaos. Un chaos qui sert des intérêts étrangers, bien entendu, parce que là, maintenant, avec la perspective que je vous ai offerte, on voit qu'il y a des joueurs importants qui se pointent, n'est-ce pas? Et ce chaos économique, bien évidemment, c'est la hausse du prix de l'essence, la hausse du prix des commodités, l'électricité, la hausse du panier d'épicerie, etc. Parce qu'évidemment, la hausse du prix de l'essence se répercute sur l'ensemble des activités humaines. Et comme on est encore très dépendant du pétrole et du gaz, eh bien, c'est la catastrophe. C'est l'inflation. Et il n'y a pas vraiment de période de transition. Parce que là, présentement, on ne pense qu'à une chose, Omicron. Hein? Donc, pendant ce temps-là aussi, les gouvernements donnent à la société des contrats sans appel d'offres et à partir avec des fonds publics, hein? Ce qu'on appelle les procurements, hein? Les contrats publics sans appel d'offres. On vient de sortir la commission Charbonneau, là, des contrats publics sans appel d'offres. C'est Québec solidaire qui a sorti ce point-là. C'est intéressant, ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je n'en ai aucune idée. Mais à la question, sommes-nous plongés dans la Troisième Guerre mondiale? Oui. C'est mon opinion, c'est mon hypothèse de travail. Et surveiller Taïwan, surveiller l'Ukraine, garder un œil sur l'état de santé du président américain, parce qu'ultimement, c'est lui qui va nous défendre. Il a de sérieux problèmes cognitifs. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les médias. C'est ce qui est commenté aussi par des journalistes de gauche comme de droite, CNN, Fox. Voilà, pendant ce temps-là, Xi Jinping semble être en grande possession de ses moyens, Vladimir Poutine aussi. Macron et puis Johnson sont dans des positions politiques difficiles, les deux. L'Allemagne, la grande surprise, on ne sait jamais. Donc, tout ceci aujourd'hui pour finalement conclure, enfin, vraiment le dernier mot de la fin, c'est que
il ne faut pas obnubiler ou ignorer la carte géopolitique mondiale, même quand on est un petit peuple, comme les Canadiens français, les Québécois. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et qu'à cet égard, on doit d'une certaine manière prendre notre place, être capable de s'affirmer et de considérer l'ensemble des paramètres avant de, comment est-ce que je peux dire, avant de rendre une opinion ou de prendre position sur une question locale. Parce que maintenant, il n'y a plus de questions locales, provinciales, qui ne sont pas dans un paramètre géopolitique international ou mondial. Il faut, en d'autres termes, avoir une vision panoramique globale, large, si on veut comprendre ce qui se passe ici. Sinon, on ne comprend rien et on panique, on devient hystérique, n'est-ce pas? Et hypochondriaque. Et ça, on a simplement regardé les médias, là, c'est de l'hystérie hypochondriaque, là. Et au contraire, il faut rester calme, regarder froidement la situation et regarder les solutions passées, connaître son histoire, comme par exemple au Québec. Comment on a réagi devant, si vous voulez, l'épidémie, la pandémie de la tuberculose. Hein? Parce qu'il y a des membres de ma famille, moi, qui sont décédés de la tuberculose. Des jeunes. Hein? La tuberculose frappait les jeunes. Léo et René, les deux frères de ma mère, 19 et 21 ans, sont décédés de la tuberculose. Ils sont décédés dans des sanatoriums. Il y avait à l'époque des sanatoriums aménagés, parce que la tuberculose, c'est contagieux. Et c'est dramatique, et la tuberculose continue de, je ne dirais pas de dévaster, mais d'exister là, comme problème là, dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Donc, et d'ailleurs l'OMS, la création de l'OMS a été créée à cause de la tuberculose. Donc, il faut regarder, il faut avoir une vue panoramique sur l'ensemble de la situation de la planète. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, bon week-end et à la prochaine.